Pour regarder Niveau d'Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour décryptage. Le cadre civil du mouvement djihadiste HTC qui domine la coalition et a renversé Bachar al-Assad en Syrie. Mohamed al-Bashir a été nommé à la tête du gouvernement de transition. Le nouveau pouvoir annonce des poursuites judiciaires contre les criminels du régime déchu. On en parle avec vous, Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Les nouvelles autorités syriennes issues des groupes rebelles ayant renversé le président syrien Bachar al-Assad il y a près de 2 semaines ont donc formé un gouvernement, dit gouvernement du salut, nommant 2 personnalités du mouvement au ministère des Affaires étrangères et de la Défense. Tout à fait, le HTC est en train de s'installer progressivement au pouvoir. On nomme les gens au compte-gouttes. Sur la dizaine de ministres qui ont été nommés, tous pratiquement appartiennent à peu près à la même mouvance sunnite par rapport au président actuel, parce que c'est lui qui fait office de président. Ahmed al-Shara, comme il se fait appeler aujourd'hui, puisqu'il a abandonné son nom de guerre, Mohamed al-Jawlani. Et quand on regarde, les postes clés ne reviennent pas seulement à certains de ses partisans, mais à des gens qui ont participé pendant longtemps au niveau du HTC. Si on prend le ministère de la Défense, par exemple, celui qui le gère, mais c'était lui qui était le responsable militaire du HTC. Donc il est en train, petit à petit, d'installer, on l'appelle pouvoir provisoire. Je ne serais pas surpris que ce provisoire, finalement, ressemble à du définitif, sauf à quelques variables près, quand on regarde ceux qui ont été nommés jusqu'à présent. Vous le disiez, le gouvernement, en tout cas, les nouvelles autorités s'installent progressivement ou rapidement, quand on regarde 2 semaines après également le balai diplomatique qu'il y a eu à Damas. Non, je dirais progressivement, parce que bon, ils ont pris le pouvoir, ils auraient pu s'asseoir, venir faire une déclaration devant tout le monde et puis faire un gouvernement. C'est comme si ils sont en train de prendre les postes qu'ils considèrent comme des postes clés qu'ils doivent gérer. Certainement, maintenant, l'ouverture dont ils parlent, il y aura des postes qui vont être cédés à... Parce que la Syrie est une Syrie quand même assez plurielle, qui va être certainement cédée aux autres. Mais on n'en est pas encore là-bas. Maintenant, sur le plan international, c'est plutôt les autres qui se précipitent. Et ça montre un peu ce caractère extraordinaire de cette, je dirais, soi-disant communauté internationale, pas pour ne pas les respecter, mais... Plusieurs délégations arabes comme européennes. Oui, mais ce qui est curieux, ce même Ahmed al-Shara aujourd'hui, ancien chef du HTC, c'est pas sa tête que les Américains avaient mise à prix. C'est pas ces Américains qui sont venus... En 2017. C'est pas les Américains qui sont venus le rencontrer et qui disent que sa tête n'est plus mise à prix. La France qui est venue ouvrir rapidement son ambassade au niveau de la Syrie. Qu'est-ce que la France pense des mouvements, j'aime pas le mot djihadiste, mais disons djihadiste de façon globale, pour se faire comprendre. Mais depuis quand ce monsieur est devenu fréquentable? Et qu'est-ce qui a changé pour que ce monsieur devienne fréquentable? Les pays arabes également font la même chose. En fait, il faut que lui-même et les Syriens fassent extrêmement attention. Ce qui se passe, c'est que la Syrie, avec sa position géographique, par rapport à Israël, par rapport à l'Iran, par rapport à la Turquie, les gens ne viennent pas en Syrie, ni pour la Syrie, ni pour les Syriens, les gens viennent pour leurs propres intérêts. Et les Russes en font partie. Ce sont les Russes qui les ont bombardés il y a moins d'1 mois. Quand ils ont commencé à descendre, ce sont les Russes qui les ont bombardés. Et c'est ces mêmes Russes également qui sont en train certainement de négocier. Eux, ce qui va les intéresser, ce sera surtout de voir s'ils vont pouvoir préserver leur base navale. C'est aux Syriens de comprendre que s'il faut que la Syrie change, s'il faut que la Syrie compte, ce n'est pas en tenant en compte le calendrier, l'agenda de ces pays qui les entourent, qui viennent leur faire la cour, alors que chacun a son propre agenda et leur agenda n'est pas l'agenda de développement de la Syrie. Il n'a qu'à prendre ses responsabilités s'il veut développer la Syrie, pour développer la Syrie avec les Syriens d'abord. Quand les autres viendront, il faut en faire des interlocuteurs en bonne et due forme. Et les gens commencent à vouloir l'amadouer, tout le monde veut l'influencer, tout le monde veut le tirer d'un côté ou de l'autre, parce qu'effectivement, les Français seraient heureux de l'avoir de leur côté.
en mettant les Russes dehors pour rendre aux Russes ce qu'ils leur ont fait au Mali, au Niger, à Centrafrique. Vous pointez du doigt les réactions ou sinon la posture de la communauté internationale. Pensez-vous qu'elle tente de quelque part d'offrir une certaine légitimité à ce nouveau pouvoir syrien? Légitimité, ils ne peuvent pas donner une légitimité. Ils sont en train de vouloir influencer ce pouvoir. La légitimité, il va l'avoir de la part des Syriens. Parce qu'il ne faut pas qu'on aille chercher la légitimité internationale. La légitimité, c'est les Syriens. Dans le regard des Syriens, cela peut être perçu comme tel. Non. En fait, la communauté internationale s'interroge. N'oublions pas que la HTC a déjà géré Idlib, une portion de la Syrie. Dans la gestion, il y avait beaucoup d'islam dans ce qui se faisait. Une partie de ceux-là qui viennent leur faire la cour ont peur de cet islam-là, y compris les pays arabes. Parce qu'il y a cette confusion que les gens font souvent en pensant que ces monarchies arabes sont automatiquement pour l'islam. Ce n'est pas vrai. Dans ces monarchies arabes, l'opposition réelle, l'opposition qu'on empêche de s'exprimer, cette opposition est composée par les islamistes. Et quand on regarde Ahmed al-Shara actuellement, il semble être un peu dans cette posture présentement. En ce moment, on va avoir peur de quelqu'un qui gère un État qui pourra apporter un appui aux opposants saoudiens, aux opposants au niveau du Qatar, au niveau du Koweït, etc. Donc tous ces gens-là font la cour, pas pour lui donner une légitimité, mais plutôt pour pouvoir l'influencer pour que son installation, qui est presque certaine au niveau de la Syrie, ne se traduise pas par des conséquences chez eux. Les Américains font la même chose par rapport à Israël qui se trouve à côté, mais l'Iran va faire exactement la même chose. La Turquie est en train de faire la même chose pour que les Kurdes de la Syrie soient coupés du PKK, en particulier avec lequel la Turquie est en train de se battre, alors que les Kurdes, ils sont en Syrie, ils sont en Turquie, ils sont en Iran, ils sont en Irak, etc. Donc c'est un peuple qui se retrouve dans plusieurs États, et cette solidarité que l'on retrouve entre les peuples, les frontières ne peuvent pas mettre fin à cette solidarité. La Syrie se dirige vers une nouvelle ère, soutient le nouveau dirigeant, mais qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du pays? Pour le moment, difficile de le dire. Il n'a pas montré une vision, il ne se projette pas loin. Il tient des propos pour rassurer. C'est ce qu'il fait pour le moment. Il dit par exemple, la Syrie n'est pas une menace pour le monde. C'est-à-dire tout ce que les gens pouvaient craindre d'un point de vue militaire, il l'a dit parce qu'il donne beaucoup d'interviews, BBC, dans beaucoup de chaînes internationales, et quand vous regardez dans ce qu'il dit, il y a toujours ce discours qui va dans le sens de rassurer. Ce discours qui va dans le sens de dire, nous sommes Syriens, nous allons travailler avec les Syriens. Qui demande même aux Syriens qui ont fui la Syrie de revenir pour construire ensemble le pays. Dans le discours, il reconnaît la pluralité de la Syrie, il garantit la sécurité, une vie en toute liberté à tous ces Syriens, etc. Mais on n'a pas encore un projet de société. Quelque chose qui nous permet de savoir vers quoi il va se projeter. Est-ce qu'il va installer, parce que ça intéresse beaucoup les gens, est-ce qu'il va installer un État islamique? C'est une question que beaucoup de gens se posent en regardant ce qui s'est passé à Idlib. Ou bien est-ce qu'il va faire ce qu'on voit dans un certain nombre de monarchies ou de pays arabes? Un État qui va se considérer comme un État moderne, mais qui s'inspire des règles de la religion musulmane. Sur cet aspect, par exemple, quand on lui a posé directement la question, il a dit que ce n'est pas à lui de répondre. Il y aura un conseil qui va prendre des décisions et ça sera des questions de loi. Et quand les lois seront décidées, la question de la réconciliation nationale sera un défi. Mais ça sera plus qu'un défi parce que Bachar al-Assad était un nationaliste arabe, un bassiste comme on l'appelle, mais c'est quelqu'un qui s'était également fondé sur un groupe auquel il appartient, qui est minoritaire au niveau de la Syrie. Les Alaouites qui sont des chiites, alors qu'Al-Shara est un sunnite. Donc il y a un travail à faire pour que on ne soit pas dans une posture de vengeance. Mais il a dit quelque chose quand même d'intéressant. On ne va pas se venger sur les gens parce qu'ils appartiennent à un groupe. Et il n'y aura pas de vengeance. S'il va falloir juger, il faut juger des gens qui ont du sang dans la main. Maintenant, pour le moment, c'est des déclarations. On va attendre de voir
qu'est-ce qui se passera dans la réalité. Puisque pour le moment, il n'y a pas véritablement une chasse aux sorcières parce qu'il y a beaucoup de fausses. Mais il a annoncé quand même des poursuites judiciaires contre les criminels du régime déchu. Ça, il est pratiquement obligé de le faire parce que quand vous regardez, entre le moment où le président Bachar al-Assad chute et le moment où il prend le pouvoir, même les journaux, que ce soit écrits, les télévisions, les journaux sur le net, tous ceux qui soutenaient Assad sont devenus des souteneurs de Al-Shara. Et Assad est devenu l'assassin. Même certains n'hésitent pas à dire non, ce qu'on disait nous-mêmes, on savait que c'était faux, mais c'est eux qui nous imposaient de le dire. Est-ce que ça suffit comme excuse? À mon avis, c'est quand même relativement facile. Mais lui, il est dans une posture de vouloir mettre les Syriens ensemble. Ils sauront faire le travail qu'il faut pour avoir tous les Syriens ensemble, parce que le développement de la Syrie, ça sera à ce prix. L'Iran, principal soutien régional de la Syrie sous le règne de Bachar al-Assad, a affirmé son soutien à la souveraineté, à l'intégrité territoriale de la Syrie. Quel rôle justement stratégique ce pays peut-il véritablement jouer pour une stabilité dans la région, dans un contexte de tension? L'Iran a une perte importante dans ce pays-là. Vraiment une perte importante, parce que n'oublions pas que c'est les Iraniens directement, les Iraniens indirectement avec le Hezbollah du Liban et les Russes qui ont empêché la chute de Bachar al-Assad. Et c'est eux ensuite qui l'ont repositionné au niveau de son pouvoir. Mais pour l'Iran qui est en conflit, je dirais aujourd'hui ouvert par rapport à Israël, perdre la Syrie, c'est perdre un énorme allié dans cette confrontation éventuelle contre Israël. D'autant plus que le Hezbollah au Liban a incontestablement été diminué avec les bombardements d'Israël sur le sud Liban en particulier. Donc en perdant une partie du Hezbollah qui n'a plus la même force au niveau du Liban, en perdant la Syrie, l'Iran n'est plus en très bonne posture par rapport à Israël. C'est les Houthis qui restent et qui continue à tirer d'ailleurs sur Israël. Donc l'Iran est en situation de perte d'influence dans la région, surtout pour ce qui concerne la Syrie, parce que je le rappelle, Al-Shara est un sunnite, les Iraniens sont des chiites. D'un point de vue religieux également, il y a un problème de leadership, un problème d'influence qui va se poser à ce niveau. Et sur le plan humanitaire, l'inquiétude plane sur le camp d'Al-Hol où des centaines de combattants de l'État islamique sont détenus. Mais, tout à fait, il y a de sérieux problèmes parce que le régime est tombé de façon subite. Ça entraîne automatiquement une désorganisation parce que vous avez un système qui était en place. Eux, ils n'ont pas encore mis en place un système en tant que tel. Et dans la Syrie, vous avez toujours des militants, des membres de l'État islamique. Vous avez toujours des membres de Al-Qaïda qui sont sur le terrain. Dans leurs affrontements, il y en a qui avaient été faits des prisonniers. Il y a même les enfants également qu'on a pris mettre dans des orphelinats, etc. Les gens commencent à dire qu'est-ce qu'on fait de ces enfants qu'on a souvent considérés comme des enfants des terroristes alors que ce sont plutôt des innocents par rapport à une telle situation. Mais ils vont devoir gérer cela. Ils vont devoir le gérer parce que quand tu prends un État, le fait que tu l'aies pris par la force, le fait que tu l'aies pris par un coup d'État n'est pas une excuse. Tu deviens le président de la République, mais tu deviens le responsable de l'État, même si l'ancien pouvoir a laissé des situations difficiles, mais tu es obligé d'assumer et d'essayer de trouver une solution. Et ça sera le cas certainement avec ces prisonniers issus des groupes armés terroristes. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Les rapatrier dans leur pays, créer un Guantanamo? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire pour le moment, parce que dans son discours, on ne sent pas clairement quelle sera leur attitude. La question, vu la configuration, la question religieuse va peser dans la gestion des affaires de la cité en Syrie. Le jeune leader saura-t-il répondre efficacement? Mais la question religieuse doit obligatoirement poser sur la question syrienne. Parce qu'il ne faut pas connaître ce regard de ceux qui ne connaissent pas la Syrie. La Syrie est un pays musulman. C'est vrai qu'il y a d'autres confessions là-bas. Mais il n'y aura aucune surprise quand dans la législation syrienne, dans la constitution syrienne, on va faire appel à l'islam. C'est ce que les Syriens vivent tous les jours.
C'est ça la réalité. Maintenant, la difficulté, c'est qu'à chaque fois qu'on dit on fait appel à l'islam, à chaque fois qu'on dit on fait appel à la charia, il y a toute une panique que ça crée au niveau de certaines personnes parce qu'on a un regard complètement biaisé de la chose. Mais s'ils essayent d'éloigner la Syrie de l'islam, ce sont les Syriens eux-mêmes qui vont s'en prendre à lui. Parce qu'en l'adoubant, ils savent qu'au moins aujourd'hui, celui qui est là, c'est un islamiste. Même si on ne peut plus parler de terroristes ou de djihadistes, puisque tout le monde a abandonné cette expression le concernant du jour au lendemain, il y a de l'islam demandé par les populations syriennes, ça fera partie bien sûr des attentes qu'il va tenter comment on le dit, de satisfaire, d'autant que lui-même, il est porteur de cet islam dans son discours et même dans son combat. Un gouvernement du salut se met en place pour gérer donc la transition en Syrie, mais quelles devraient être les priorités à prendre en compte? Les premières priorités, pour moi, c'est l'unité nationale. Parce que c'est vrai qu'ils sont en train de s'installer, mais il y a encore des combats entre des groupes armés au niveau de la Syrie. Et quand vous regardez les groupes, ceux-là sont alliés aux États-Unis, ceux-là sont alliés à la Turquie, etc. Donc, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas que la Syrie soit un espace où c'est l'influence étrangère qui va déterminer la priorité. La priorité, c'est l'unité nationale. Mais après l'unité nationale, il a dit lui-même la reconstruction, puisque la guerre, elle détruit hôpitaux, écoles, etc., le dispositif qui permet le développement du pays. Maintenant, après, il faut trouver un terrain d'entente, un consensus fort entre les Syriens pour qu'on se retrouve dans un pays qui fonctionne avec des règles sur lesquelles tout le monde est d'accord et que tout le monde respecte. Ce qu'il a promis parce qu'il disait quand les lois viendront, tout le monde doit respecter la loi en considérant que lui-même, il va devoir respecter la loi. Pour terminer, exilé en Russie, le président déchu Bachar al-Assad a réagi quand même sur ce qui se passe dans son pays. Je me demande, est-ce qu'il fallait réagir? Il aurait mieux fait de se taire que de réagir. Sa réaction a changé quoi en Syrie? Est-ce que vous avez vu des gens qui le soutiennent? Moi, je n'en ai pas vu. J'aurais bien voulu voir des gens qui osent ne serait-ce que manifester, montrer qu'ils sont d'accord avec le président qui est parti. Depuis la Syrie, bien sûr. Mais on n'a vu nulle part des gens manifester. Au contraire, même en dehors de la Syrie, on a vu des Syriens manifester un peu partout pour être d'accord avec la chute de celui qu'ils ont qualifié de tous les mauvais noms possibles. Maintenant, il est en Russie, il a plutôt intérêt à faire profil bas parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir ce que lui et sa famille ont eu à faire en Syrie, y compris même du trafic de drogue, de la fabrication et de la vente de drogue à l'échelle présidentielle, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, puisque c'est son propre frère qui le faisait. On a vu les prisons qu'on a eu à ouvrir, ce qu'on a trouvé là-bas, mais il aurait dû même faire semblant de sorte qu'on ne l'entende pas, pour que la discussion continue, qu'on se pose la question, est-ce qu'il est en Russie ou pas? Il aurait mieux fait de se taire au lieu de parler encore de lui-même ou de la Syrie. Merci, Mawad Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis dans Décryptage.